Anne de Cardillère, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur à l'IESEC et vous avez conduit pendant 2 ans une étude sur les jeunes et l'orientation qui vient d'être publiée ou d'être rendue publique. Et ça tombe bien parce qu'on est à quelques jours de l'ouverture de Parcoursup, une étape d'orientation clé et qui est vécue de manière assez anxiogène par les jeunes et par leurs familles. Et ça, c'est assez surprenant. Tout à fait, parce qu'en fait, c'est vrai que donc, les jeunes et leurs familles sont confrontés à un choix qui aujourd'hui est pléthorique. Effectivement, on se dit que d'un côté positif, le champ des possibles est très ouvert, mais en même temps, les familles, l'entourage, l'étudiant lui-même ont quelque part peur de se tromper, de faire les mauvais choix. Et c'est vrai qu'en France, par rapport peut-être à d'autres pays d'Europe ou aux États-Unis, une fois qu'on est embarqué dans une filière, c'est plus difficile, si finalement on se rend compte qu'on s'est trompé, eh bien de se réorienter. Donc ça crée en fait une sorte de peur de se tromper. Alors, vous avez conduit énormément d'entretiens et d'échanges avec ces familles. Votre enquête est très riche, hein. Il y a énormément de choses à interpréter, à comprendre. En fait, quels vont être les principaux enseignements si on pouvait les résumer? C'est pas chose facile. Alors en fait, ce qu'on souligne dans cette étude, c'est qu'on voit que 20 à 25% en fait, des choix qui sont faits sont un mauvais alignement. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des étudiants qui pourraient aller vers des filières sélectives, d'élite, qui sont compétitives, mais qui finalement n'y vont pas et s'autocensurent, et on reviendra pourquoi. Et puis, vous avez aussi des étudiants qui en fait ne sont pas faits pour certaines filières élitistes, mais qui finalement, poussés par leur environnement, vont aller dans ces filières. Ils ont finalement les notes qui vont leur permettre d'être pris, mais ça ne leur correspond pas et qui ensuite ne vont pas être heureux et s'épanouir dans ces filières. Donc on essaie de comprendre d'où vient ce problème d'alignement entre finalement un choix et ce qui correspondrait vraiment à l'étudiant pour s'épanouir et réussir. Alors, comment fait-on pour échapper à ces deux écueils que vous venez d'exposer? Alors, sur le premier, qui est en fait, on n'est pas forcément fait pour aller vers, par exemple, des écoles de commerce élitistes et sélectives comme l'IESEG, mais finalement, on y va. Là, en fait, c'est un problème de confiance en soi, où finalement, notre environnement culturel, familial, nous pousse à aller vers ces filières-là en nous disant que si on a des bonnes notes, il faut aller vers une classe prépa ou effectivement des études où il y a un concours à l'entrée. Et donc finalement, plutôt que de suivre une envie de faire de la musique ou de la peinture, on se dit non, il va falloir que j'aille vers quelque part un schéma plus classique qui correspond à finalement l'injonction de mon environnement. Et donc ça, c'est vraiment une question de confiance en soi, de s'écouter, de savoir ce qui nous correspond et d'oser dire non par rapport à un environnement qui nous pousse finalement dans une voie qui n'est pas la nôtre. Donc ça, c'est un premier élément, c'est vraiment la construction de la confiance en soi. Le deuxième mauvais alignement, en quelque sorte, c'est on a la capacité, on pourrait très bien réussir dans une filière sélective, mais on s'auto-censure parce que finalement, on a peur du rejet, on a peur de ne pas être finalement comme les autres, parce que on vient peut-être d'un environnement où peu de gens autour de nous sont allés dans des filières sélectives, et du coup, on se dit que c'est pas pour nous. Et là, c'est vraiment un problème de finalement ne pas se sentir non légitime. Et c'est le fait de peut-être croiser et discuter avec des gens qui aussi ont des parcours moins linéaires et qui sont allés dans ces filières-là et qui ont très bien réussi. Et finalement, de se dire que c'est aussi pour nous. Alors, vous avez conduit beaucoup d'entretiens avec des jeunes qui étaient en première, en terminale, avec les familles. Pour vous, un bon parcours d'orientation, ça se construit à partir de quand par rapport justement à tous ces échanges que vous avez eus? Alors, je pense qu'il faut commencer tôt, à être curieux et à s'intéresser au monde environnant et effectivement au parcours des personnes de son entourage. Donc ça peut commencer selon moi dès la 3e, quand justement on doit faire son stage d'orientation en 3e et se dire finalement qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aurais envie d'explorer, et c'est déjà une occasion de parler
avec son entourage, avec des personnes qui ont eu des parcours différents et d'essayer de comprendre ce qu'ils font au quotidien, ce qui leur plaît moins et en quoi peut-être ça pourrait nous correspondre. Donc ça, ces premiers échanges un peu informels, ça commence très tôt. Et puis après, c'est d'aller sur les salons, d'aller dans les écoles aux journées portes ouvertes. Et ça, je dirais, dès la seconde première, commencer à glaner de l'information pour que déjà en tout début de terminale, on ait un bon bagage pour se dire, en fait, moi, ce serait plutôt ça. On a déjà choisi des spécialisations, un petit peu justement en s'étant nourri d'un certain nombre de discussions et vraiment d'arriver en terminale avec des bonnes idées en tête pour faire ses choix. Dans cette étude, qu'est-ce qui vous a le plus surpris finalement? Alors je pense que c'est cette idée d'autocensure où en fait des étudiants qui ont des bonnes notes, qui finalement sont dans les meilleurs de leur classe, en fait qui ont un peu tendance à se dévaloriser, à se dire oui mais en fait j'étais dans un lycée où le niveau était pas très élevé, donc j'avais des bonnes notes mais c'était pas si dur, et finalement à ne pas croire en eux. Parce qu'ils ne sont pas dans un environnement qui les aide à finalement construire cette confiance en eux. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a vraiment étonnée, parce que je pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde où il y a beaucoup d'informations, où on sait que il y a le champ des possibles est ouvert et que il y a plein de parcours très différents possibles. Et finalement, que malgré tout, perdurent un peu les schémas familiaux, la reproduction des élites, et que des personnes qui ne viennent pas finalement d'un environnement favorable ne se sentent pas légitimes à essayer. Alors, ce qui est surprenant dans ce que vous dites, c'est que jusqu'à ces derniers temps, il y avait des moyens d'information. Bon, il y avait le papier, il y a les salons, il y a eu le digital avec Internet, et puis là, il y a eu l'explosion des réseaux sociaux. Que ça soit sur Insta, sur TikTok, sur Snap, sur YouTube, il y a une masse d'informations colossale sur l'orientation, et y compris qui vous permet de vous identifier à toute une série de jeunes qui peuvent vous ressembler. Alors, comment vous expliquez qu'aujourd'hui, cette masse d'informations, finalement, on n'ait pas l'impression qu'elles servent tant que cela? Alors après, il faut différencier les sources d'information, celles qui sont crédibles, celles dans lesquelles les jeunes ont confiance. Et finalement, je pense que aussi les jeunes, ils choisissent, on va dire, des sources d'information pour différentes choses. Donc ils vont effectivement sur les réseaux sociaux pour s'inspirer, pour savoir finalement ce qu'ils doivent porter ou quelle marque acheter. Mais là, on parle d'autre chose, on parle de choix de carrière, on parle de choix d'orientation. Et donc là, en fait, le regard des adultes et des experts va être tout à fait crédible et va porter peut-être plus que finalement celui d'un influenceur. Donc c'est vrai que finalement, dans une masse d'informations, on va essayer du coup de se rassurer en allant sur ce qui nous paraît le plus crédible et digne de confiance. Dans votre étude, est-ce que vous constatez que le rôle des parents est toujours aussi important? Est-ce qu'il a diminué? Est-ce qu'il devient plus important? Alors moi, j'aurais tendance à dire qu'il est toujours important. On voit notamment aussi sur les salons que les étudiants viennent quand même très majoritairement avec leurs parents. Ils restent en fait une figure d'autorité. Ils se font passer par là. Ils ont déjà, on va dire, essayé un certain nombre de choses et voilà, ils ont quand même cette connaissance et ils sont reconnus comme tels par leurs enfants. Donc ils ont un poids qui reste très important. Alors tout à l'heure, je vous ai demandé ce qui vous a le plus surpris dans l'étude, et à contrario, qu'est-ce qui était une évidence et qui a été confirmé par les entretiens que vous avez eus? Alors, je dirais encore quand même cette reproduction des élites qu'on retrouve fortement dans l'étude et de voir que bon, c'était là, même si effectivement que il y a une difficulté à s'en sortir. Après, ce qu'on voit quand même aussi dans l'étude, c'est que, et c'est aussi intéressant, c'est que finalement, la hiérarchie des choix a pas beaucoup évolué depuis des années, depuis que moi je suis passée par les classes prépa. Et donc on reste quand même sur cette idée que effectivement certaines filières sont les filières où il faut aller pour assurer sa carrière derrière, et que finalement prendre le risque d'un parcours un peu plus différent,
ça reste l'exception dans le choix des étudiants. Ils ont besoin de se rassurer. Et donc, on retrouve pour les écoles d'ingénieurs, voilà, l'IX, les écoles de commerce HEC. C'est vrai que c'est des schémas qui restent encore ancrés, alors que, nous on le voit notamment au niveau de l'IESEG, il y a plein de possibilités en fait de parcours possibles. Alors justement, vous êtes enseignant-chercheur dans une grande école de management, post-bac en 5 ans au départ. Est-ce que l'étude que vous avez menée et les conclusions que vous en avez tirées peuvent modifier à terme la perception de l'école par rapport au recrutement de ces étudiants et à la manière de les aborder et d'échanger avec eux? Je pense qu'une des conclusions, c'est vraiment qu'au niveau des écoles, il y a un travail à faire pour aller à la rencontre des étudiants tôt, on va dire dès qu'ils sont en première, début de terminale, pour justement leur montrer que déjà tout le monde peut rentrer dans ces écoles-là à partir du moment où ils se donnent les moyens scolairement, en termes de motivation et d'engagement pour y arriver, qu'on n'a pas de portrait robot, que c'est pas des écoles qui ont un format d'élèves type à recruter et qu'au contraire c'est de la diversité qu'on s'enrichit. Donc au niveau de l'école, c'est vraiment d'aller vers tous les profils d'étudiants partout en France pour leur montrer que ça peut être une école pour eux et que il faut pas s'auto-censurer, mais qu'il faut s'informer, il faut s'écouter aussi. Et que, en fait, aussi, je pense que ce qui est important pour l'école, c'est de se dire qu'on n'est pas là pour recruter tout le monde, mais que, au contraire, on est là pour recruter ceux pour qui ce type d'études, finalement, est un bon fit et va leur correspondre et ils vont s'épanouir. C'est pas fait pour tout le monde, en fait. Justement, toujours au cours de ces échanges, est-ce que vous avez pu constater peut-être le désarroi des familles qui sont confrontées, vous l'avez dit au départ, à un choix pléthorique où il devient de plus en plus difficile de démêler, je ne vais pas dire le vrai du faux, mais la bonne grande école d'une école qui n'en est pas une, ça devient compliqué quand même pour les familles face à un choix qui ne cesse de s'élargir avec des sigles, des labels auxquels parfois on ne comprend pas grand-chose et où c'est difficile de voir la différence. Voilà, aujourd'hui, comment est-ce qu'on reconnaît une grande école? Alors, de management, puisque c'est votre domaine. Oui, alors c'est difficile. Nous, en tant qu'école, en fait, on est quand même vigilant aux accréditations. Donc, en fait, au fait de donner des garanties de sérieux, que ce soit au niveau des programmes, au niveau du corps professoral, au niveau de l'accompagnement qu'on peut faire de chaque étudiant. Et donc, tout ça, ça va être pris en compte dans les accréditations. Donc, ça, c'est quand même un élément, on va dire, de sécurité pour les familles, de regarder les accréditations, qui donne l'accréditation et quels sont les critères. Les classements sont aussi, on va dire, un outil parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de critères. Mais il ne faut pas juste regarder le classement, il faut voir effectivement qu'est-ce qu'il y a derrière. Et donc, en tant que parent, d'essayer de comprendre finalement comment les écoles se différencient et dans quelle mesure les garanties que va donner l'école sont sérieuses. Pour conclure notre échange, je voudrais revenir à ce que vous disiez au départ, qu'il ne faut pas se précipiter. Parcoursup ouvre dans quelques jours, mi-janvier, il y a quand même plusieurs semaines, plusieurs mois pour faire ses vœux, ne pas se précipiter. Oui, ça me paraît tout à fait essentiel. On n'est pas au jour près. Il y a effectivement, comme vous dites, une fenêtre sur plusieurs semaines. Et c'est au contraire un moment que les étudiants peuvent aborder de façon positive en se disant que c'est l'opportunité finalement de se projeter dans plein de choix possibles, d'essayer de s'écouter, de se faire des listes avec qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui l'est moins, qu'est-ce qui est prioritaire dans mes choix, de quoi j'ai envie. Et en fonction de ça, en discutant avec un maximum de personnes, finalement de réduire peu à peu, on va dire, le nombre de choix. Et puis après, de ne pas s'auto-censurer. C'est-à-dire que s'il y a un choix où on se dit c'est vraiment pour moi, ça me plairait d'essayer, et ben de ne pas se dire j'y arriverai jamais. Warren de Cavillers, merci pour cet échange.